Bonjour à toutes et tous. Suite des cols sur les machines thermiques avec un exercice qui va permettre ici d'étudier une pompe à chaleur. Alors on nous explique que pour chauffer une maison, donc ça c'est important déjà, ça nous donne le sens de fonctionnement de la pompe à chaleur. On utilise une pompe à chaleur qui reçoit un transfert thermique de l'atmosphère extérieure, de la température T qui vaut 283 Kelvin, donc 10 degrés Celsius, donc c'est un fonctionnement hiver ici. Donc on sait instantanément que ce qui va nous intéresser, ça va être un transfert thermique négatif vers la maison. On veut transférer de l'énergie thermique à l'intérieur de la maison pour augmenter sa température. Donc ici, on nous dit que la pompe à chaleur est constituée d'un détendeur D, évaporateur E, compresseur T et condenseur C. Ok. Et donc, ici, on nous dit que le fluide qu'elle est au porteur, c'est le fréon, dont le diagramme enthalpique R12 est présenté ci-dessous, ici, à la page suivante. Le fonctionnement de la pompe correspond à un cycle, donc qui est indiqué avec une compression adiabatique réversible, une liquéfaction isobare, une détente isenthalpique et une vaporisation isobare. On va essayer de représenter ce cycle sur un diagramme de Clapeyron, en précisant les signes des transferts thermiques et travaux reçus à chaque étape. Alors, ici, donc, on va déjà faire une sorte de résumé du cycle avec les différents organes mis en jeu. Donc là, c'est très important de commencer comme ça, pour essayer de bien fixer les idées et de bien s'approprier toutes les données de l'énoncé. Alors, donc là, on nous donne, vous voyez, le diagramme enthalpique ici, qui va nous servir assez vite, et on nous demande donc de représenter le cycle sur le diagramme de Clapeyron. Alors, le système, on sait que c'est donc du fréon, repéré par R12, et on sait que ce système va être en transformation cyclique, et donc cette transformation cyclique va mettre en jeu 4 états. Et maintenant, on va essayer bien de caractériser chacun des états. Alors, l'état 1, on sait que c'est un état de vapeur saturante. Et donc, si on va un petit peu plus loin, eh bien, on va déjà compiler les données. On nous dit qu'on a θ1 qui vaut de 5 degrés Celsius, la température est P1 3,6 bar. Okay. Donc ça, on le note. Alors, on passe ensuite à l'état 2, grâce à une transformation qui a lieu dans le compresseur T, et on nous dit que c'est une compression adiabatique réversible. Donc ici, on sait que dans le compresseur T, on va, grâce à une transformation adiabatique réversible, transformer de la vapeur saturante en vapeur sèche. Et donc cette vapeur sèche, eh bien, elle a quelques caractéristiques aussi. On nous dit qu'on a la pression 15,2 bar. Pour l'instant, bon, on ne connaît pas θ2, on pourra le mesurer un petit peu plus tard. Ensuite, le système va passer de l'état 2 à l'état 3. Ici, on nous dit, grâce à une liquéfaction isobare qui se fait dans le condenseur. Et donc ici, dans l'état 3, eh bien, on va observer du liquide. Alors, on va un petit peu plus loin dans les informations. Liquide saturant. Donc, on a l'information sur la température, θ3 qui vaut 60 degrés Celsius, et
dans la mesure où la transformation est isobare, on a aussi la pression, P3 qui vaut 15,2 bar. Ok. Ensuite, on va passer à l'état 4. Donc ici, le condenseur, il était noté C. On va noter aussi les noms des organes de la machine, comme ça au moins ce sera clair. Ensuite, de 3 à 4, on a une isenthalpique. Et donc de 3 à 4, on voit qu'on passe dans le détendeur. Donc ici, j'ai une détente isenthalpique. Et dans l'état 4, alors qu'est-ce que j'obtiens? On dit le fluide ici, on ne précise pas spécialement, passe à la température θ4 qui vaut 5 degrés Celsius, P4 égale 3,6 bar. Donc on revient à la pression de départ. On a un état donc ici fluide qui revient donc à la température θ4 qui vaut 5 degrés Celsius et P4 qui vaut 3,6 bar. Et donc on se doute que la dernière transformation va être isobare. On a une vaporisation isobare. Et donc ici, on sait qu'on passe dans l'évaporateur. Et donc on a θ1 qui vaut 5 degrés Celsius, P1 qui vaut 3,6 bar. On retrouve les caractéristiques de départ. Et donc grâce à l'évaporateur E, on suit encore une vaporisation. On peut le noter. Isobare. Ok, donc là vous voyez j'ai condensé au fait toutes les informations qui me semblaient utiles. Et la suite ici d'étapes que j'ai fait apparaître, eh bien c'est ce qui va me permettre derrière de bien répondre au problème. Alors derrière, on me dit aussi que le fluide reçoit le travail Wxt lors de la compression, transfert thermique Q2,3 lors de la liquéfaction et transfert thermique Q4,1 lors de la vaporisation. Sur l'isenthalpique ici, on se doute que globalement les termes vont se compenser. Alors, maintenant on va essayer de représenter tout ceci sur un diagramme de Clapeyron. On rappelle qu'un diagramme de Clapeyron, c'est un diagramme pression, volume massique. À ne pas confondre avec les diagrammes de Watt, bien que les deux permettent d'accéder sensiblement aux mêmes informations. Il faut faire attention juste que si on veut que l'aire du cycle corresponde au travail au sens strict, il faut un diagramme de Watt. Le diagramme de Clapeyron donnerait un travail massique. Alors, ici, on sait qu'on va avoir des changements d'état. On sait que ces changements d'état, c'est des changements d'état liquide-gaz. Donc, on va représenter directement l'allure de la courbe de saturation sur le diagramme de Clapeyron. On rappelle que ce diagramme est construit sur la base d'isotherme d'Andrews. On a ici le point critique avec l'isotherme critique qui ne présenterait plus de rupture de pente. Et on a deux pressions. La pression P1 qui vaut P4, qui est plus faible que la pression P2, qui vaut P3. Alors, je sais maintenant que le système évolue entre ces deux états. Ensuite, je sais que je pars de l'état 1 de vapeur saturante. Et la vapeur saturante se situe à la pression P1. Donc là, je vais positionner le point 1 ici. Ensuite, je suis une adiabatique réversible. Bon, je vais représenter l'allure comme une sorte d'hyperbole, et je sais que je vais obtenir de la vapeur sèche. Donc si j'obtiens de la vapeur sèche, en suivant une adiabatique réversible, eh bien, je sais que je vais rester dans le domaine à droite de la courbe de saturation ici. Et je vais arriver à la pression P2. Donc ça, je vais le représenter entre guillemets à main levée ici. Hop, je vais situer le point 2 à la pression P2 dans le domaine de la vapeur. Okay. Et donc j'essaie de suivre une courbe un petit peu incurvée pour essayer de respecter finalement la loi de Laplace, même si je sais que le modèle du gaz parfait ici ne marchera sans doute pas très bien parce que je suis très proche de la courbe de saturation.
Ensuite, je vais jusqu'à l'état 3. J'ai une liquéfaction isobare. Donc dans le condenseur C, j'observe une transformation isobare. Alors isobare, ça veut dire que la pression va rester stable. Donc ici, je vais avoir une droite horizontale. Et j'obtiens du liquide saturant, donc je vais me trouver sur la droite, sur la gauche pardon, de la courbe de saturation ici. Donc là, j'obtiens une liquéfaction isobare. Hop, voilà, comme ceci. OK. Ensuite, eh bien, j'obtiens... Alors, ensuite, j'obtiens une transformation de 3 à 4, qui va être une transformation qui va me donner un état fluide, et à θ4 qui vaut 5 degrés Celsius et P4 qui vaut 3,6 bar. Alors là, on peut peut-être se servir de ce diagramme-là. Donc si je suis sous une forme de liquide saturant et que je plonge, je tombe sur un mélange liquide-vapeur. Donc je sais que ici, je vais me trouver sous la courbe de saturation. Et je sais que donc le titre en vapeur va augmenter. Donc ici, bon, je vais placer ce point à la louche, je sais simplement qu'il est à la pression P1. Donc là, j'obtiens le point 4. Et au final, après, de 4 à 1, eh bien, je sais que je vais avoir une vaporisation isobare. OK. Donc là, j'ai la suite des 4 transformations. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici rapidement? Ce que je peux dire, c'est que, en fait, toutes les transformations ici sont associées à des travaux. Mais beaucoup des transformations sont associées à de simples travaux de force de pression, c'est-à-dire ne sont pas associées à des travaux utiles. Donc, par exemple, alors, on sait que dans le compresseur, on aura un travail utile, Wxt, et comme il y a compression, on sait que le travail fourni ici sera positif. Dans la mesure où la transformation est adiabatique, on sait aussi que Q pour aller de 1 à 2 sera nul. Donc on peut dire que W12 vaudra Wxt, et que Q12 ici vaudra 0. Okay. Donc là j'ai fait la liste un petit peu des caractéristiques des échanges énergétiques sur la transformation 1. Alors ensuite j'ai un passage dans un condenseur. Alors là si on voit l'air sous la courbe, on voit que l'air sous la courbe est négative, ce qui me donne un travail qui va être a priori positif, mais c'est un travail de force de pression. Donc ce n'est pas un travail utile. Et pour ce qui est du transfert thermique, je sais que j'ai une liquéfaction. Donc ici, si j'ai une liquéfaction, ça veut dire que je crée des liaisons microscopiques. Donc le transfert thermique ici, Q23, va être un transfert thermique qui va libérer de l'énergie vers l'extérieur. Donc je vais avoir Q23 inférieur à 0. Pour aller de 3 à 4, j'utilise une isenthalpique. Une isenthalpique ici, donc je vais avoir un travail qui va être négatif, car ce sera un travail de force de pression, encore une fois. Et un transfert thermique qui sera a priori nul, parce que j'ai uniquement des forces de pression qui ont travaillé. Ici, dans le détendeur, finalement, je ne vais pas avoir de parties mobiles qui vont exercer des forces sur des points particuliers du système. C'est juste le système qui va se voir offrir plus de place et qui va donc pouvoir s'étendre dans un espace plus grand. Il va me rester donc ensuite l'évaporateur. Alors dans l'évaporateur ici, eh bien, je vais avoir un transfert thermique qui va être forcément positif, je veux rompre des liaisons microscopiques, et un travail qui va être un travail
de force de pression liée au fait que le volume du système est en train d'augmenter. Donc ici, un travail de force de pression qui va être, a priori, négatif. C'est logique, le système est en train de s'étendre, donc s'il y avait des parois extérieures, il serait en train de les repousser. Donc on aura un travail négatif de force de pression. Donc si on fait le bilan, si on veut, eh bien, pour aller de 1 à 2, donc on a uniquement un travail, pas de transfert thermique. Pour aller de 2 à 3, on a un travail de force de pression, donc qui va rentrer dans delta H, et un transfert thermique qui a priori sera négatif parce qu'on a une liquéfaction, c'est-à-dire une transformation qui va céder de l'énergie à l'extérieur. Parce qu'au fait, ce qu'on est en train de faire ici, on est en train de former des liaisons microscopiques. Et le fait de former des liaisons microscopiques, ça dégage de l'énergie, dans la mesure où le fait d'en casser, ça absorbe de l'énergie. Ensuite, pour aller de 3 à 4, ici on a le système qui, à partir de liquide, va donner de la vapeur. Et donc là, sur l'isenthalpique, eh bien, on va, dans le détendeur, simplement avoir des forces de pression qui vont laisser le système s'étendre. En gros. Donc ici, le système va pousser en quelque sorte sur l'enceinte, mais si l'enceinte est fixe, bon, on n'aura pas de travail associé. Et puis pour finir, eh bien, il va rester un travail des forces de pression ici, qui va donc indiquer que le système prend de plus en plus de place, et donc les forces de pression pousseraient sur une paroi mobile extérieure. Comme il n'y a pas de paroi mobile, eh bien finalement, on ne va pas avoir de travail utile non plus. Et donc on a besoin d'un transfert thermique positif ici pour casser des liaisons microscopiques. Alors, ici donc, la seule étape où on va avoir un travail utile, c'est dans le compresseur. Dans le compresseur, on va avoir W12 qui vaut W utile. Ok. Alors maintenant, on va essayer de définir l'efficacité du rapport. Alors, l'efficacité de la pompe à chaleur. Donc, pour cela, on va utiliser le diagramme enthalpique R12 fourni. Alors là, on va reprendre tout le détail de ce qu'on a fait ici, et on va essayer d'être le plus précis possible. Alors, on part de vapeur saturante à θ1 qui vaut 5 degrés Celsius et P1 3,6 bar. Ok. Donc ici, je vais positionner un premier point à 5 degrés Celsius. Alors, je repère l'isotherme 5, vapeur saturante 3,6 bar. Et donc là, pas le choix, en fait. Comme je suis en bout de palier ici, je sais que la pression qui va être là sera directement 3,6 bar. Alors, là, j'ai positionné l'état 1. Je vais maintenant positionner l'état 2, en sachant que pour aller de 1 à 2, je suis une adiabatique réversible. Adiabatique réversible, ce qui signifie une isentropique. Alors là, je tombe pas pile, entre guillemets. Donc je vais essayer de suivre l'encadrement des deux isentropiques qui sont représentés en jaune ici, et en restant toujours au plus près de la première. Ok. Alors après, si je veux être un peu plus précis, je vois que ici, j'ai une information sur une température, c'est-à-dire que je sais que sur le point 3, auquel j'arrive grâce à une isobar, j'ai une température de 60 degrés Celsius. Donc je vais essayer de tomber en face, ici, de l'isotherme au niveau du palier. Donc ici, on va avoir le point 2, qui va être associé à une température évidemment plus élevée que 60 degrés Celsius, mais qui va être en face du palier, situé sous la courbe de saturation. Et puis ensuite, eh bien, je vais remonter avec les moyens du bord, hop, jusqu'au point 2. Hop là, voilà. Donc là, je remonte grâce à une isentropique. J'arrive au point 2. Le point 2 ici, je vais tomber entre l'isotherme à 65 et l'isotherme à 70 degrés Celsius. Pour aller du point 2 au point 3, je sais que je vais suivre une liquéfaction qui va être isobar. Ok. Donc liquéfaction isobar qui va m'amener à un état de liquide saturant à la température de 60 degrés Celsius. Donc ici j'ai l'isotherme à 50 degrés Celsius, 55, 60. Liquide saturant à 60 degrés Celsius, je tombe forcément ici.
Et comme je sais que j'ai une transformation isobar, eh bien je sais que le point 2 va se trouver, entre guillemets, pile en face. Alors là, évidemment, vous pouvez vous dire qu'on aurait peut-être dû placer 3 avant 2. C'est le cas. En fait, c'est-à-dire que 3 était plus facile à placer. Et une fois qu'on sait qu'on a une isobar, on revient par ici. Hop, on trace une horizontale, simplement. Ce qui nous permet de situer le point 2 à l'intersection de l'isobar et de l'isentropique. Ensuite, j'ai une détente isenthalpique. Donc là, l'isenthalpique, je sais que ça va me donner une droite verticale directement. Donc là, je vais prendre le point situé à la verticale de 3. Et comme on me dit que sur la détente isenthalpique, je retrouve 5 degrés Celsius et 3,6 bars, eh bien je sais que je retrouve le même palier que celui du point 1. Donc je vais prendre le point situé à la verticale de 3 pour bien signifier que j'ai une transformation isenthalpique. Et je vais retrouver ici le point 4. Et ensuite, pour aller de 4 à 1, eh bien, j'ai simplement à repérer une transformation de type isobar. Et donc isobar et isotherme aussi, parce que j'ai un changement d'état. Ok. Et donc là, je vais repérer ici la nouvelle pression, enfin la pression haute du cycle, et celle-là, on l'avait repérée comme étant égale à 15,2 bars. Ok. Je vois que la température du point 2, je peux l'obtenir aussi directement ici. Donc par lecture graphique, je vais obtenir pour le point 2 68 degrés Celsius. Ouais, on va dire 68. À quelques degrés près de toute façon. Donc là, j'ai toutes les données maintenant sur le cycle. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver l'efficacité. Alors, trouver l'efficacité, eh bien, ça veut dire déjà, 1, la définir. Alors là, on réfléchit par rapport au comportement de la pompe à chaleur. Alors, ici, on nous dit que l'on veut chauffer l'intérieur de l'habitation avec la pompe à chaleur. Donc si on veut chauffer l'intérieur de l'habitation, ça veut dire qu'on est en comportement hiver. Alors, en comportement hiver, ce qui va nous intéresser, c'est le transfert thermique cédé à la source chaude. Quel est le transfert thermique cédé à l'extérieur? C'est Q2,3 lors de la liquéfaction. Donc ici, on sait que ce qui va nous intéresser, donc c'est moins Q2,3 sur ce que l'on a dû consommer pour que la pompe à chaleur fonctionne. Et ce qu'on a dû consommer, c'est le travail utile au niveau du compresseur, donc W12. Donc ici, j'ai dépensé le travail du compresseur pour créer le transfert thermique vers l'intérieur de l'habitation. Donc comme je fournis de la chaleur à l'habitation, Q2,3 est inférieur à 0, donc je lui attribue un signe moins pour compter des valeurs positives dans l'efficacité. Alors, derrière, ce qu'il va suffire de faire, eh bien, c'est s'intéresser aux deux transformations importantes ici. Donc la transformation de 2 à 3 va me donner moins Q2,3. Alors transformation de 2 à 3, hop, on regarde ici. Donc j'ai une liquéfaction isobar. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais mesurer H2 et je vais mesurer H3. Et H3, on sait que ça vaut H4. Alors, sur la transformation de 2 à 3, je vais pouvoir dire, d'après le premier principe, que delta H de 2 à 3 vaut Q2,3 plus WU de 2 à 3. Je n'ai pas de travail utile ici. Donc ça vaudra H3 moins H2. Et donc l'application numérique va me donner ici que Q2,3 vaudra 260. Alors vous voyez ici, je reviens sur le graphique, 260 ça paraît pas scandaleux. Et H2, eh bien je vais choisir de prendre 380. Donc 260 moins 380, ça nous fait moins 120 kJ par kilogramme.
Donc là, de manière très logique, je trouve un transfert thermique négatif parce que je suis en train de céder de l'énergie thermique à l'intérieur de l'habitation. Ensuite, si je veux trouver le travail dépensé pour que la machine fonctionne, je vais m'intéresser à la transformation qui donne, enfin qui passe de 1 à 2, la transformation 1-2. Et donc pour aller de 1 à 2, eh bien vous voyez, je passe de H1 à H2. Donc ici, delta H pour passer de 1 à 2, c'est W12 utile plus Q12 qui est nul. Donc ça vaudra H2 moins H1. Donc l'application numérique va me donner ici W12 qui va valoir. Alors ce qui est intéressant, c'est que je peux déjà recycler une des mesures effectuées précédemment. H2 380 moins H1, on a dit 355. Donc il va venir ici 380 moins 355, 25 kJ par kilogramme. Donc grâce à ces deux valeurs-là, je vais pouvoir déterminer l'efficacité de la pompe à chaleur qui chauffe l'intérieur de l'habitation et qui est donc en fonctionnement hiver. Et donc comme on est en fonctionnement hiver, on sait que le transfert thermique qui nous intéresse, c'est le transfert thermique dans lequel le fluide cède de l'énergie à priori la source chaude. C'est-à-dire qu'on prend de l'énergie au niveau de la source froide, l'extérieur, on en largue au niveau de la source chaude, l'intérieur, on a besoin d'un travail pour que le système fonctionne, fourni au niveau du compresseur. Et donc ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'énergie qu'on va apporter à l'intérieur de l'habitation. Si on était en été, ça changerait pas mal de choses. Ici, la source chaude, ce serait l'extérieur, la source froide, l'intérieur. Et ce qui nous intéresserait, ce serait l'énergie aspirée depuis l'intérieur de l'habitation, depuis la source froide. Donc là, comme on est en hiver, l'efficacité, elle va valoir donc moins 120, donc plus 120 sur 25, donc une efficacité à 4,8. Donc là, c'est plutôt positif, hein. On a une efficacité qui est supérieure à 1. Donc ce qui fait que la pompe à chaleur est beaucoup plus rentable qu'un chauffage électrique qui est forcément une efficacité de 1. Alors, on nous demande ensuite, dans l'exercice, d'effectuer un bilan énergétique, une détermination de tous les transferts thermiques et travaux impliqués sur le cycle, et de vérifier la valeur de leur somme. Alors ici, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre le diagramme enthalpique et simplement prendre toutes les opérations une par une. Alors, dans le bilan énergétique, donc, je vais simplement travailler avec tous les termes d'échange, donc les transferts d'énergie avec l'extérieur. Donc de 1 à 2, je sais que ce qui va m'intéresser, c'est W12, qui vaudra delta H de 1 à 2, et celui-là, je l'ai déjà déterminé. Je sais que W12, c'est 25 kJ par kilogramme. De 2 à 3. Alors de 2 à 3, je m'en suis déjà occupé aussi. Je sais que j'ai seulement Q23 qui vaut delta H de 2 à 3, qui vaut moins 120 kJ par kilogramme. De 3 à 4, j'ai une isenthalpique, donc j'ai delta H34 égale 0. Pas de travail utile, donc pas de transfert thermique. Et de 4 à 1, eh bien je vais avoir delta H, je vais avoir Q41 qui vaudra delta H de 4 à 1. Et ici, ce qui est intéressant en fait, c'est que comme j'ai déjà mesuré H1 ici qui vaut 380, eh bien il me reste juste H4 à déterminer. Au fait, H4 ça vaut H3 parce que j'ai une isenthalpique. Donc finalement, je sais que H3 c'est 260 kJ par kilogramme. Donc ça c'est H3 ou H4.
H1, pardon, j'avais dit 355 kJ par kilogramme. Donc là, en recyclant les mesures précédentes, je vais pouvoir déterminer très simplement H1 moins H4, finalement. Donc H1 moins H4, on sait que ça vaut 355 kJ par kilogramme moins 260 kJ par kilogramme, ce qui va nous donner 95 kJ par kilogramme. Donc ici, j'ai un transfert thermique qui va être positif. C'est logique. Je suis en train d'aspirer de l'énergie depuis l'extérieur, de capter de l'énergie thermique depuis l'extérieur, pour pouvoir derrière en relâcher à l'intérieur de l'habitation. Donc si on fait le bilan sur le cycle, on sait que delta H vaut 0 parce que H est une fonction d'état, donc ça se vérifie. Et donc on retrouve ici, tout naturellement, que Q4.1 plus Q2.3 plus W1.2, soit tous les termes d'échange impliqués dans le cycle, la somme de tous ces termes d'échange vaut 0. Donc là, bon, on retrouve un résultat très logique et attendu. Alors, ensuite, l'exercice nous demande de nous intéresser au point numéro 4. Et on nous demande ici la composition du mélange au point 4 et de vérifier la valeur lue grâce au théorème des mots. Alors, au point 4, je peux me servir des isotitres. Alors, les isotitres ici, qu'est-ce qu'elles m'apportent? Eh bien, elles m'apportent que, ici, je suis à 0% de gaz, ici 10% de gaz, 20%, 30%, 40%. Donc le point 4 est situé entre l'isotitre à 30% et l'isotitre à 40%, un petit peu plus proche de 40. Donc je vais avoir x4 ici qui vaudra, par lecture graphique, x4 qui vaudra 0,36, 0,37 peut-être. Bon, 0,36, allez, ou 0,37 plus ou moins 0,1, allez, même plus ou moins 0,2 si on veut. Bon, quelque chose dans ce goût-là. Et je vais essayer de retrouver cette valeur grâce au théorème des moments. Alors, le théorème des moments, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, on se rappelle que H est une grandeur extensive. Donc H, ce sera l'enthalpie du liquide plus l'enthalpie de la vapeur dans le cas d'un système diphasé. Donc ça, c'est le raisonnement sur l'enthalpie grand H. L'enthalpie massique, c'est une grandeur intensive. Ce sera H sur la masse du système, soit finalement HL sur la masse du liquide, fois la masse du liquide sur la masse du système, plus H de la vapeur sur la masse de vapeur, fois la masse de vapeur sur la masse du système. Et donc ici, très simplement, je vais obtenir, à ce niveau-là, ce qu'on appelle les titres massiques. Donc avec XL pour le liquide qui vaudra ml sur la masse totale, XV pour la vapeur qui vaudra m de vapeur, ou xvap on va noter, sur la masse totale, avec finalement la somme des deux, qui va donner 1. Je vais obtenir ici les grandeurs massiques, les enthalpies massiques. Donc là, j'obtiens les enthalpies massiques, respectivement. Donc HL du liquide, ce sera HL sur la masse de liquide, et H de la vapeur, petit h, ce sera grand H de la vapeur sur la masse de vapeur. Donc ça, c'est par définition d'une grandeur massique rapportée à un système.
Ok. Et donc ici, ben, je finis par obtenir que petit h vaut x de liquide fois petit h du liquide plus x de la vapeur fois petit h de la vapeur. À partir de cette équation et du fait que la somme des titres massiques en vapeur et en liquide vaut 1, je finis par obtenir que x en vapeur vaut, alors voilà, je ne redétaille pas tout le calcul, je vous laisse le faire, h moins h liquide sur h de la vapeur moins h du liquide. Donc ici, très simplement, je vais pouvoir déterminer le titre massique en vapeur au point 4 en déterminant la longueur de deux paliers. Alors, je reviens sur ce diagramme-là. Ce point, c'est le point associé à 100% de liquide à la température qui m'intéresse. Donc ici, je mesure l'enthalpie du liquide. Ça, c'est le point associé à 100% de vapeur. Donc H1, ce sera H de la vapeur. Et puis ici, ce point, ce sera le point M qui m'intéresse, sur le palier qui est là. Donc j'appelle ce point-là V, ce point-là L, ce point-là M. Eh bien, je sais que si le point M était confondu avec V, j'aurais 100% de vapeur. Si le point M était confondu avec L, j'aurais 100% de liquide. Là, je suis sur un cas intermédiaire. Donc si je mesure HL, ce qui va se faire assez bien, eh bien, je vais pouvoir trouver le titre en vapeur. Donc ici, bah, H liquide, on voit que ça vaut, allez, on va dire 205 kJ par kilogramme. Donc une fois obtenu ceci, je reviens à mes moutons. Et donc, ici, je vais dire que x4, ce sera la longueur du segment LM sur la longueur du segment LV. Par application numérique, je vais obtenir que x4 vaut, alors LM, on a dit ici que ça allait être H4 moins HL, donc 355 moins HL 205, je viens de le mesurer, sur HV, H de la vapeur, c'est H1. Non, j'ai fait une bêtise. Zut. Désolé. Alors, ici, on va redétailler un petit peu. Donc, X4, on a dit que c'est LM. Donc, LM, c'est H4 moins H du liquide. Sur LV, HV moins H du liquide, sachant que pour la vapeur, j'ai H1. Donc, H1 moins HL. Donc, ici, par application numérique, je vais obtenir, avec H4 qui vaut 260, j'avais mesuré 260 kJ par kilogramme, moins HL 205, sur H1 355, moins HL 205 kJ par kilogramme, ici j'obtiens bien une grandeur sans dimension, et bien je finis par obtenir 0,37. Donc ici j'obtiens 0,37 grâce au théorème des moments, 0,37 par lecture graphique. Donc j'ai un bon accord entre les deux méthodes. Alors, question suivante, on me demande de déterminer quelques capacités thermiques. Donc là, vous voyez, les questions ne sont plus directement liées entre elles. Maintenant, c'est des questions qui permettent de voir que vous avez bien compris toutes les informations qu'on pouvait extraire depuis un diagramme de ce type. Alors, ici, on va estimer les capacités thermiques du liquide seul et de la vapeur sèche. Alors, le liquide seul, on sait qu'il existe à gauche de la courbe de saturation. Donc, ce qu'on va faire, pour trouver la capacité thermique, eh bien, on va se placer sur une horizontale. Sur cette horizontale, on va estimer la variation de température et la variation d'enthalpie. Alors, ici, donc pour le liquide seul, alors je vais peut-être changer encore de couleur. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser?
Le Bordeaux, c'est bien le bon. Hop. Donc pour le liquide seul, si je suppose que j'ai une phase condensée idéale, eh bien je vais pouvoir écrire que delta H entre un point d'arrivée et un point de départ, donc delta H pour aller de D à A, qui vaudra HA moins HD, va valoir la capacité thermique massique du liquide, à pression constante, fois T d'arrivée moins T de départ. Donc maintenant je vais choisir deux points, mesurer H et T sur ces deux points. Alors le plus simple à faire ici, ben, ça va être simplement de partir de 0 degré Celsius, voilà, je prends le point tout en haut ici, et d'aller jusqu'à 50 degrés Celsius. Donc là j'ai le point de départ, là j'ai le point d'arrivée pour le liquide. Alors ici je sais que la variation de température, eh bien elle vaut 50 degrés Celsius, soit 50 Kelvin. Et là je tombe pile à la verticale entre 200 et 250. Donc ici ce qui va être intéressant, finalement, c'est que l'enthalpie de départ et l'enthalpie d'arrivée me donnent des comptes ronds. Donc là, pour le liquide, eh bien, je vais pouvoir simplement dire que delta H entre l'arrivée et le départ, ça va me donner 50 kJ par kilogramme sur la variation de température, 50 Kelvin. Donc ici, j'obtiens 1 kJ par kilogramme par Kelvin. Première détermination, capacité thermique massique du liquide. Alors je vais reprendre la même logique et travailler maintenant sur la vapeur seule, le gaz autrement dit. Donc le gaz, je peux supposer que c'est un gaz parfait en première approche. Si je suppose que le gaz est un gaz parfait, delta H du point d'arrivée au point de départ, enfin du point de départ au point d'arrivée, ce sera H au point d'arrivée moins H au point de départ, et ce sera capacité thermique massique à pression constante du gaz, fois T arrivé moins T de départ. Donc le tout après ça va être de bien choisir les valeurs. Alors, ici la capacité thermique massique du gaz, eh bien je vais aller chercher deux points dans le domaine d'existence du gaz. Et donc là, eh bien le plus simple, entre guillemets, ça va être de prendre par exemple comme point de départ l'isotherme qui est juste à gauche de 375 ici. Voilà, là j'ai H de départ. Et je vais aller jusqu'à l'arrivée, ici juste avant 400. Donc là, les températures vont être très faciles à estimer. Donc vous voyez, cet isotherme, alors je remonte ici, 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 je suis à 30 degrés Celsius. Cet isotherme, je suis sur l'isotherme à 70 degrés Celsius. Donc la variation de température va être très simple ici, elle vaut 40. La variation d'enthalpie, je vais de 375 un petit peu avant à 400 un petit peu avant aussi, donc j'ai 25 kJ par kilogramme de variation d'enthalpie massique. Donc ici, je finis par obtenir 25 kJ par kilogramme de variation de l'enthalpie massique sur une température, une variation de température de 40 degrés Celsius, donc 40 Kelvin. Comme je fais une différence, je peux laisser en degrés Celsius. Et donc ici, j'obtiens 0,6 kJ par kilogramme par Kelvin. Donc là, qu'est-ce que je constate? Je constate que, eh bien, la capacité thermique massique du liquide est un petit peu plus importante que celle du gaz. Donc ici, j'ai le liquide seul. Et ici, je vais avoir la vapeur sèche. Et ce que j'ai fait, alors là, on fait bien attention à une chose, ce que j'ai fait pour être sûr d'avoir des résultats fiables, c'est que je me suis placé dans le domaine où la loi des gaz parfaits était la mieux vérifiée. On voit que plus on va vers le bas du diagramme, vers les basses pressions, plus les isothermes sont verticales.
Or, je sais que si je veux respecter la seconde loi de Joule, eh bien, il faut se placer sur des isothermes strictement verticales. Donc ici, on va chercher la zone de basse pression la plus éloignée de la courbe de saturation. Alors, ensuite, il nous reste une dernière question à traiter. Bon, l'exercice est un petit peu fleuve. On nous demande ici d'étudier une amélioration de l'efficacité de la machine. Pour cela, on modifie l'état final de la transformation 2,3. Et on nous dit qu'en 3, le fluide est désormais sous forme liquide à la température θ'3 égale 40 degrés Celsius, et toujours sous 15,2 bar. Et il faut trouver la nouvelle efficacité E'. Alors, là, on va aller voir directement l'impact de cette transformation sur l'état 3. Alors sur l'état 3, on nous dit ici qu'on n'a plus θ3 qui vaut 60 degrés Celsius en liquide saturant, mais θ'3, la température, qui vaut 40 degrés Celsius, et donc dans un domaine du liquide, toujours à 15,2 bar. Alors ici le point 3', il va de soi qu'on va le décaler un petit peu, et on va aller chercher l'intersection de l'isobar à 15,2 bar avec l'isotherme à 40 degrés Celsius. Donc là, on prolonge un petit peu le palier ici pour positionner le point 3'. Si on change la position du point 3', il va de soi aussi qu'on va décaler le point 4 pour respecter toujours l'isenthalpique. Donc ici, on va obtenir 4'. Donc le nouveau cycle va être ici représenté en décalant 3, 4 vers la gauche en bloc. Donc là, ce qu'il va falloir faire pour tenter d'estimer la nouvelle efficacité, eh bien, c'est de mesurer H3' ici. Si on détermine H3', eh bien finalement on aura gagné, vu qu'on aura réussi à estimer le transfert thermique que l'on cherche à réaliser avec la pompe à chaleur. Alors ici on se rappelle que l'efficacité c'est moins Q2,3 sur W12. W12 est stable, donc la nouvelle efficacité, E', on va l'appeler, E', ce sera moins Q2,3' sur W12. Donc là, il va me rester à estimer Q2,3', sachant que W12 n'a pas bougé. Alors, pour ce qui est de Q2,3', eh bien, je sais que lorsque je vais de 2 à 3', delta H de 2 à 3', ça vaut H3' moins H2, qui vaut Q2,3'. Je réalise l'application numérique. Je vais avoir Q de 2 à 3' qui vaut. Alors, ici, j'ai. Alors, on va reprendre une mesure. H3', je suis vraiment, on peut dire, à mi-chemin entre 225 et 250. Alors, je suis peut-être un tout petit peu à droite, mais disons, ouais, si on rajoute 13 degrés peut-être, ce sera correct. Donc ici, on va passer de 225 à 200, allez, on peut même monter à 240. Bon, on sera sans doute un peu en dessous, plutôt 238, mais bon, disons 240. Et donc là, H3', donc ce sera 240 kJ par kilogramme. H2, je l'avais mesuré un petit peu plus tôt, on va essayer de le retrouver. 380.
Donc là, finalement, le nouveau transfert thermique que je réalise, il est à moins 140 kJ par kilogramme. Ceci en sachant que W12 a toujours la même valeur qu'avant, et W12, on rappelle que c'était 25 kJ par kilogramme. Hop. Donc si W12 est stable, on voit que le changement de cycle ici aura permis de simplement obtenir l'efficacité, moins 140, donc moins 140 plus 140, sur 25. Donc ici, 140 sur 25, qui va me donner 5,6. Alors, j'aurais pu faire un raisonnement encore plus graphique pour répondre à cette question. J'aurais pu simplement revenir sur ce graphique-là et faire le rapport des longueurs des deux paliers ici. Je sais que ce palier, de 2 à 3 ou de 2 à 3', c'est le palier associé au transfert énergétique qui m'intéresse. Donc si je fais le rapport des longueurs des paliers, je fais le rapport des différences d'enthalpie observées sur ces transformations et j'obtiens directement le rapport des efficacités. Donc l'intérêt de travailler sur ce diagramme, c'est que finalement, le rapport des longueurs de palier ici, entre 2 et 3 et 2 et 3', doit me donner le rapport des efficacités. Sachant que la dépense énergétique, c'est toujours la même, c'est celle qui est nécessaire pour aller de 1 à 2. Donc ceci étant dit, il me reste, après cet exercice un petit peu fleuve, à vous dire de poser les questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode.